rapprocher si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Si on commence bien à 10h, ça laissera un peu de temps aux gens d'arriver dans les halls. Là, on commence seulement à en voir un peu plus Ouais, marcher. c'est pour ça j'attends 10 heures pour commencer. Il nous reste 2 minutes. Mm. Sauf si vous vouliez aller plus tôt, comme vous voulez. Non, Là, 10 heures c'est bien, puis après les gens vont rentrer sur le terrain. oui, bah. Nous, ce qu'on constate depuis le début, là, depuis les 3 jours, c'est que finalement les gens arrivent dans les 5, 10 premières minutes qui arrivent. Ils sont tous prêts à parler. Ça se remplit. J'attends parce que. Nous, on commence à voir, mais dans 10 minutes, on est parti, je pense que ça va partir. Hein? Je disais qu'il a une tête rigolote, il est chou. Surtout que toi, t'as déjà la technique, tu vois. Oui, oui. Ah bah, si tu vois, peut-être que son oncle maternel, c'est un peu lui. Pardon? Non, perso, on ferait ça en fait. Bah, il a C'est les un yeux vrai assez un peu Milan. bridés, il a les cheveux raides comme la justice, comme sa mère qui est japonaise, enfin pour être assez honnête. Mais un peu roux, comme moi, mon grand-père avait les cheveux roux, donc c'est marrant. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue sur l'Exec Arena. On vient de passer 3 jours ici à parler de sujets business, d'executives. Et aujourd'hui, journée grand public. On a eu envie de continuer sur cette lancée, de se dire c'est pas parce que c'est une journée grand public qu'on arrête de parler à des gens qui font du business, parce que on est du grand public, mais on est aussi des gens qui travaillons. Et on a voulu profiter de cette journée en tant que Vivatech pour mettre la lumière sur tous ceux qui font l'innovation, parce que l'innovation, c'est pas que un sujet de jeunes de 20 à 30 ans, mais c'est un sujet de très jeunes, de plus âgés, de seniors. C'est un sujet de diversité. Et on a voulu dédier cette journée sur l'Exec Arena à ces problématiques, à mettre en avant, sous la lumière, tous ceux qui font l'innovation sans exception. Et pour commencer cette demi-journée, on va accueillir des gens que je connais très bien, que j'ai eu l'occasion de côtoyer dans ma vie chez Publicis, Blandine Mercier et Christophe Serret, qui sont les fondateurs d'un réseau social qu'on appelle Hello Masters, dévolu aux seniors. Et je vais vous laisser nous expliquer tout ça maintenant.
Bonjour, merci à tous d'être là. Effectivement, nous avons lancé il y a 9 mois le réseau social Hello Masters. Donc, c'est un réseau social dédié aux cadres et dirigeants de plus de 20 ans d'expérience. Donc, le premier réseau social qui va célébrer les profils expérimentés. Alors, aujourd'hui, on voulait vous parler de l'expérience comme étant le nouvel Eldorado du monde du travail. Pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'on fait face aujourd'hui à une réalité démographique. En 2030, un actif sur 3 aura plus de 50 ans en France. Pourtant, vous le savez, à 50 ans, on continue de les considérer comme des actifs en fin de carrière. 49,6 ans, c'est l'âge moyen à partir duquel on est considéré comme senior par un recruteur. Et senior dans la bouche d'un recruteur, c'est jamais un compliment. Alors, évidemment, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une aberration humaine. Ce n'est pas juste. Mais si c'était que ça. C'est aussi une aberration économique. Alors cette aberration économique, elle nous inquiète à plus d'un titre. On l'a vu dans les médias, chez les DRH, dans les entreprises. On s'est beaucoup inquiété quand on a parlé de sujets comme la grande démission, la pénurie de talents, la rétention des talents, la crise des vocations managériales. Moi, c'est le sujet qui m'inquiète le plus. Il y a de moins en moins de jeunes rentrant dans le monde du travail qui ont envie de devenir manager. Ça, c'est un problème de gouvernance dans nos entreprises. L'index senior, oui, quand le réglementaire s'en mêle, tout le monde a un peu peur. La réforme des retraites, le vieillissement de la population. Eh bien, la mauvaise nouvelle, si tout ça, ça nous inquiète, demain, on a vraiment toutes les raisons de paniquer. C'est pas moi qui le dis, c'est le cabinet Korn Ferry qui rend compte, dans une étude qu'il a fait sur le Future of Work, d'ici 2030, va se produire un Global Talent Crush. Alors, pas besoin d'être bilingue en anglais, c'est très bien marketé et ça dit très bien ce que ça doit dire, à savoir une catastrophe annoncée. Cette catastrophe annoncée, c'est quoi? En fait, c'est un déficit global de talent dans les entreprises. Pas parce que les gens auront disparu de la surface de la Terre, hein, mais parce qu'on aura de plus en plus de difficultés à identifier les bons talents ayant les bonnes compétences pour répondre aux besoins des entreprises. Et ces besoins, on le sait, ils vont être de plus en plus complexes à gérer. À la fois, on va nous demander beaucoup d'agilité, donc pour répondre à toutes les mutations auxquelles on fait face. Il va y avoir des besoins aussi qu'on va devoir adresser tout au long des carrières et la formation continue. On sait que c'est un système qui est parfois un peu grippé dans les entreprises, qui est très linéaire et pour lequel on manque de flexibilité. Il va y avoir les parcours académiques aussi des nouveaux entrants qui ne sont pas forcément en adéquation avec les besoins opérationnels des entreprises. Et tout ça va participer, évidemment, à une grosse problématique de manque de talent. On pourrait se dire, génial Blandine, tu es en train de nous parler d'une formidable économie de masse salariale. Non, pas du tout. Je suis surtout en train de vous parler de revenus potentiels non réalisés. Parce que si on ne gère pas notamment les problématiques de succession, on va avoir un problème pour piloter stratégiquement nos entreprises sur le long terme. Alors, c'est un phénomène mondial, et c'est un peu comme l'ours polaire, quand c'est loin, on s'en inquiète pas vraiment, mais c'est aussi un phénomène français. Quand on regarde les chiffres et les projections, c'est quand même 1,5 million de salariés hautement qualifiés qui nous manqueraient dans les entreprises. Et si on se fait des équivalences, moi j'aime bien les équivalences parce que les grands chiffres, je trouve que c'est toujours un peu abstrait, bah c'est comme s'il nous manquait, d'ici 2030, le total des 5 plus gros employeurs français réunis. Carrefour, Sodexo, La Poste, Veolia, Stellantis. En termes d'argent, parlons argent, 175 milliards d'euros potentiellement de revenus non réalisés. 4 fois le chiffre d'affaires d'LVMH. C'est quand même pas rien. Alors il y a quand même une bonne nouvelle, hein, parce que je ne vais pas vous faire passer une sale journée, c'est que l'OCDE et les acteurs du recrutement, ils sont assez unanimes. Une grande partie de la réponse à ce talent crunch mondial, qui arrive hein, de toute façon, ce sont les profils expérimentés et la manière dont on va les piloter. Alors, la manière dont on va les piloter, ça va nous obliger à avoir une nouvelle lecture des choses. On l'entend beaucoup, hein, ça devient de plus en plus un peu un buzzword, les skills, mais les compétences doivent devenir, de manière générale, le nouveau référentiel du monde du travail. Et aujourd'hui, on ne va pas se mentir, la grille de lecture, elle se fait autour des postes. Et quand on a plus de 20 ans d'expérience, qu'on est cadre, on est tous un peu directeurs. Donc on a du mal à lire la singularité de chacun, et on a du mal à identifier dans des entreprises qui doivent gagner en agilité, comment je vais faire de ces compétences, des compétences qui vont être transversales, transférables, comment je vais monitorer le design de mes organisations, on se parle bien de nouveau design des organisations, pour allouer les bonnes ressources au bon endroit. Hop.
Et donc, fort de ce constat, on a identifié 6 grandes urgences pour répondre justement à cette transition démographique des talents. La première, elle est très factuelle et quantitative. Et Blandine utilise beaucoup cette expression qui est très métaphorique pour l'expliquer. C'est qu'il n'y aura pas assez de Lucas et d'Emma pour remplacer les Michel et Sylvie qui partiront à la retraite. Effectivement, la démographie, elle est implacable d'ici 2030. Le renouvellement des générations n'est pas assez rapide. Il va y avoir plus de sortants que de nouveaux entrants. Et ça, c'est une crise de volume. Donc cette crise de volume, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rendre les compétences expérimentées de plus en plus rares. Et on le sait, quand une ressource est rare, elle est plus dure à identifier et il faut se la partager. Mais pour pouvoir se la partager, il faut qu'on ait une capacité à la lire pour pouvoir l'activer au bon endroit, la transférer, et ça, ce sera clé. Et la deuxième grande urgence sera surtout organisationnelle. C'est pas forcément un effet de mode, il y a quand même pas mal d'études qui commencent à sortir sur le sujet, sur le fait qu'on aura une fragmentation du monde du travail. D'ici 2030, on estime sur certaines études qu'on aura 2,3 jobs dans notre activité en parallèle. Voilà. Et donc, finalement, la norme va être d'avoir un portefeuille d'activités. Et quand on dit portefeuille d'activités, je vais un petit peu le préciser, superbe Christophe, il y a les activités évidemment qui vont être source de revenus, mais il y a les activités aussi connexes qui vont se développer un maximum chez tous les profils, et pas seulement les profils expérimentés, mais on va devoir composer un portefeuille d'activités autour d'actions de bénévolat, autour certainement de gagner un nouveau terrain de jeu dans l'écosystème des startups, et ça, les profils expérimentés ont une carte à jouer pour devenir board advisor, et toutes ces nouvelles activités vont participer à nous construire un portefeuille beaucoup plus riche. Autre urgence, ça va être surtout l'urgence des départs, qui rejoint aussi la première urgence qui est quantitative. C'est à savoir qu'on va avoir des savoirs critiques qui vont être vraiment en voie de disparition. On le constate plus ou moins déjà maintenant sur plusieurs secteurs extrêmement stratégiques, et ça Blandine va vous en parler, mais notamment sur le nucléaire et le système bancaire. Ouais, alors il y a des chiffres qui sont assez inquiétants, et je pense que vous en avez déjà entendu parler, parce que c'est une histoire qui est parfois un peu gaguesque, mais 43% des systèmes informatiques mondiaux dans la banque tournent sous un langage qui s'appelle COBOL, et qui aujourd'hui, la majorité des profils qui maîtrisent ce langage ont plus de 55 ans. Et il y a une grande majorité qui sont déjà à la retraite. Donc il y a beaucoup d'écosystèmes bancaires qui font revenir ces personnes-là pour faire la passation de savoir. On pourrait se dire, il faudrait qu'il y ait un transfert de technologie et qu'on fasse une migration. C'est pas si simple. Je regarde le CTO, mais c'est pas si simple, ce système de migration. Donc cette génération d'experts, de techniciens, d'ingénieurs vont quitter le monde du travail. Et sans avoir identifié quelles étaient les compétences clés qu'ils emportent avec eux, on aura du mal à en faire des passeurs critiques et d'enclencher des plans de succession. On parle beaucoup de transmission quand on se parle d'intergénérationnel, de profils expérimentés, de seniors. Nous, on parle plutôt de succession, qui sont un peu plus stratégiques, parce que la transmission, on a l'impression que ça se résume souvent à laisser des documents sur un serveur. Je fais ma passation. Mais c'est plutôt d'identifier quels vont être les bons successeurs, quelle va être l'organisation qui va devoir se mettre en place. Et elle n'est pas forcément ISO à l'organisation précédente. Et ça doit s'engager dès aujourd'hui dans nos organisations. Une autre urgence, et qui parfois est un peu omise de l'équation, mais elle sera forcément très importante vu la position démographique, c'est une urgence sociale liée à la santé, qui va être vraiment un enjeu de santé publique, notamment autour de la santé mentale. Bon, là, on en parle beaucoup, mais c'est très intergénérationnel, mais la partie des seniors n'y fait pas exception. On va parler beaucoup d'aidance aussi, et surtout d'invisibilisation des profils. Tout à fait. Alors, vous le savez, on l'entend beaucoup dans les médias, le chômage de longue durée touche particulièrement les profils expérimentés, les profils de plus de 50 sont hyper vulnérables au chômage de longue durée. Le chômage de longue durée a des effets et des impacts directs sur la santé, à la fois mentale et à la fois physique. Il y a une augmentation des risques cardiovasculaires quand vous êtes au chômage en longue durée. Et évidemment, il y a une dégradation de votre santé mentale. Donc des dépressions, un isolement, vous allez moins voir le médecin. Et pour autant, en parallèle, vous allez jouer un rôle, pour beaucoup d'entre nous, d'aidant familial.
Et ça, il va falloir quand même qu'on arrive à composer dans les entreprises pour faire une place à ces profils-là et surtout pour organiser le temps de travail pour qu'ils puissent contribuer et jouer un rôle actif dans notre écosystème social. Parce que si on n'arrive pas à les intégrer, on va avoir des gros problèmes sur le coût, l'impact en termes de coût. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une problématique de santé publique. C'est extrêmement important. Ça va être aussi bénéfique pour l'économie, en fait, de les intégrer. Voilà, et ça fait une transition toute faite sur justement une urgence qui est très triviale, hein, mais ça va être l'urgence économique. On le voit, les crises se multiplient sur des cycles extrêmement rapides qui poussent les organisations à prendre justement des arbitrages de plus en plus rapides aussi. Voilà. Et tout ça, il faut composer avec une complexité réglementaire. On le sait, le droit du travail, c'est complexe. Et il va y avoir des dispositifs qui vont en plus se rajouter, notamment, mais ça Blandine en parlera dans la slide d'après, comme la CSRD. Donc voilà, ça va être une belle urgence économique. Oui, la CSRD avec son lot de complexité qui va quand même toucher l'écosystème des PME. Il y en a 70% qui ne se disent pas prêts à intégrer justement et à produire tous les reportings nécessaires pour faire face à cette nouvelle réglementation. Et là encore, les profils expérimentés ont dans leur bagage cette capacité à accompagner cette mise au point réglementaire. Donc elle va être essentielle pour ne pas mettre en péril l'activité. Voilà, et dernière urgence, c'est avant tout une urgence de durabilité. C'est un peu plus long terme. On a vu des urgences qui étaient très factuelles et très imminentes. Ça, c'est plutôt une urgence qui est sur du long terme, où les écosystèmes ne tiendront pas dans le temps, sans l'expérience et sans les compétences. Alors, on parlait de 2 signaux faibles. Je ne sais pas si on peut encore les qualifier de faibles, mais en tout cas, il y a 2 réalités. Et on a fait exprès de prendre des écosystèmes qui semblent naturellement opposés. D'un côté, la Startup Nation, on le voit aujourd'hui, les chiffres sont assez éloquents. Seulement 20% des startups ont dans leur gouvernance des profils de plus de 50 ans. Et on le sait, quand vous intégrez des profils dans vos organes de gouvernance, donc soit en tant que founder, soit dans votre board de plus de 45 ans, vous avez 2,5 fois plus de chances de réussir à 5 ans. Donc que votre start-up soit encore debout à horizon 5 ans. Si on prend l'autre face, la PME Nation, dans cette PME Nation, le vieillissement de la population n'échappe pas aux chefs d'entreprise. Donc il va y avoir un renouvellement, une passation pour maintenir notre écosystème dans les territoires, maintenir l'emploi et trouver des successeurs. 30% des PME sont à risque de disparition faute de repreneurs. Donc vous verrez, je vous le prédis, mais à mon avis, ça va s'accélérer le discours autour de la cession reprise dans les prochaines années. Et il y a des choses malines à faire avec les profils expérimentés. Donc ça devient vraiment l'expérience un facteur stabilisant d'écosystèmes qui sont finalement vulnérables. Et donc en conclusion, la transition démographique n'est pas seulement un sujet RH, on l'a vu, c'est beaucoup plus large. Voilà, donc c'est pour contrecarrer le thème, on va dire, de cette conférence qui était le nouvel Eldorado du monde du travail, mais finalement c'est le nouvel Eldorado du monde économique, car il y a un enjeu derrière de compétitivité nationale, de continuité de nos filières, un gisement de valeur aussi pour les entreprises, et on l'a vu avec ces 2 écosystèmes, start-up et PME particulièrement, et c'est une exigence sociale et économique. Mais attention, ça ne va évidemment pas arriver du jour au lendemain. Il faudra qu'on change notre référentiel, qu'on arrive à avoir cette lecture plus fine par les compétences pour redonner de la valeur à l'expérience. Car finalement, l'expérience, ce n'est pas l'histoire d'hier, c'est notre meilleure chance pour notre avenir. Merci Blandine, merci Christophe. Je vais vous Merci, embêter Guillaume. avec quelques questions forcément avant de laisser la place aux questions du public. J'ai une première question. Vous avez parlé tout à l'heure de la réussite des startups à 5 ans, des entreprises à 5 ans, lorsqu'elles intègrent des 45+ dans leur board, dans leur gouvernance. Comment vous avez dressé ce point? Je crois savoir que vous avez annoncé votre board récemment et que je crois savoir que ça répond à ça. Ah oui, alors nous, c'est la manière même dont on a construit le projet Hello Masters. Pour la petite histoire, on ne vient pas du tout de l'écosystème des startups. On était tous les deux chez Marcel, qui est une agence du groupe Publicis. J'étais directrice générale et Christophe était le CTO. Donc on ne connaissait pas l'écosystème de l'entrepreneuriat. Et cet écosystème,
ce dont on s'est aperçu quand on a commencé à rencontrer des gens, c'est que parfois il y a des trous dans la raquette. Et ce qu'on ne vous dit pas, donc on a essayé d'anticiper des choses qu'on ne nous dit pas. Le premier risque, c'est le fait de mal s'entourer dès le début. Et ce qu'on nous dit, c'est que vous allez vouloir vous entourer naturellement de personnes qui vous ressemblent dans un premier temps, que vous allez initier une aventure entrepreneuriale, alors qu'il faut aller chercher de l'expertise et qu'elle n'est pas forcément dans votre premier cercle, que vous n'avez pas forcément envie de vous associer avec des personnes qui ne vous ressemblent pas. Et bien nous, c'est le choix qu'on a fait. On a décidé donc de constituer un board d'experts de tous horizons. On a de la chance, on a un très 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 beau board. Et donc dans le cadre de notre levée de fonds, on a fait le choix non pas d'aller vers des fonds d'investissement, mais vers des business angels. Et donc on a autour de nous maintenant une quinzaine de personnes qui composent notre board et qui nous apportent au quotidien, je vous avoue, un maximum d'expertise pour éviter qu'on tombe dans certains nids de poules. On tombera dans des nids de poules comme tout le monde évidemment, mais en tout cas on y va avec un œil un peu plus avisé sur des risques qui paraissent évidents à des profils expérimentés et qui dans la spontanéité, l'optimisme, la dynamique d'une start-up, qu'on n'a pas dans le viseur. Super, merci. Une dernière question pour moi. Vous avez parlé de la PME Nation, qui est quelque chose qui résonne en moi. On a beaucoup parlé de la Startup Nation, mais effectivement, il n'y a pas que des startups, il y a aussi les PME. Je crois savoir aussi que vous commencez à réfléchir sérieusement avec d'autres organismes sur ce sujet des PME. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, l'un ou l'autre? C'est une question piège, mais... c'est pas du tout une question piège, c'est vraiment un sujet... C'est une question non préparée. Évidemment, la première aussi était non préparée. En fait, c'est un sujet qu'on identifie comme étant un sujet d'opportunité au cœur du réseau. Parce que quand on a commencé à recruter les premiers masters, on s'est aperçu qu'effectivement, ils avaient des problématiques liées à l'emploi, liées à la formation, liées au networking, mais ils avaient surtout des envies d'aller naviguer dans d'autres terrains de jeu, si je peux m'exprimer ainsi. Et un terrain de jeu qu'ils n'ont pas forcément identifié et qui est extrêmement intéressant pour notre avenir à tous, c'est la reprise d'entreprise. La reprise d'entreprise, aujourd'hui, elle est adressée de manière super traditionnelle, donc par tous les acteurs qui existent depuis des siècles. Elle n'est pas du tout adressée sous un prisme qui nous paraît essentiel, c'est les compétences. Et demain, si on a envie de bien reprendre une entreprise, et donc pas juste mettre le chèque qui va bien pour reprendre cette entreprise, il va falloir le faire avec les bons attelages. Et pourquoi pas d'ailleurs rapprocher le monde des startups et le monde de la PME pour innover au sein de nos PME. Donc c'est un sujet qu'on commence à adresser sur Hello Master, dans lequel on a dédié toute une section, dans lequel on pousse aussi des opportunités de reprise, dans lequel on fait de la pédagogie, parce que c'est finalement un deal qui est extrêmement complexe, technique, et sur lequel on ne fait qu'une fois dans sa vie, normalement, une session reprise, et sur lequel on a vraiment envie de fournir de nouveaux outils, de nouveaux partenaires. Donc on a discuté avec la BPI, notamment les responsables des investissements, pour lui dire comment on trouve du financement, comment on l'a trouvé dans l'écosystème de la Startup Nation, où le financement, il est hyper dynamique. On arrive à avoir plein de leviers, que ce soit du levier dilutif, en allant chercher auprès des fonds d'investissement, auprès d'investisseurs privés, donc ce qu'on appelle les business angels, et auprès aussi de leviers bancaires et publics comme la BPI. Comment on met aussi tout cet écosystème du financement au service de la PME Nation. Merci Blandine, merci Christophe. À vous du coup de poser des questions. N'hésitez pas à lever la main si vous en avez et on vous apportera un micro. Bonjour. J'avais une question pour vous. C'était par rapport au fait que vous parliez justement du problème de pénurie des compétences des seniors. Alors actuellement, je suis en formation pour entrer dans le milieu de l'informatique et j'ai justement un de ces seniors qui m'avait parlé de ce problème. Il a plus de 15 ans d'expérience et il m'expliquait que justement, puisque du coup il a ces 15 ans d'expérience, en soi, il y avait du coup une proportion entre ce qu'il attendait salarialement et ce que les entreprises essayaient de recruter. Et il m'expliquait que par rapport au profil junior, il était généralement délaissé parce qu'il était trop cher. Donc ma question, c'était par rapport à ça, c'était alors, comment par exemple, à qui serait les... excusez-moi. Quel effort devrait être fait pour que ce senior soit recruté? Est-ce que le senior devrait revoir à la baisse son salaire
Ou au contraire, ce serait l'entreprise qui devrait valoriser son expérience et du coup augmenter sa rémunération salariale? Alors, très 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 bonne question et j'ai pas de réponse absolue. Pour moi, c'est pas fromage ou dessert parce que la problématique que va rencontrer justement ce profil expérimenté quand on lui dit qu'il coûte trop cher ou qu'il est trop capé ou qu'il a trop d'expérience, bah, en miroir, le jeune va le rencontrer aussi où on lui dit qu'il n'a pas assez d'expérience, qu'il n'est pas assez opérationnel. Donc l'agisme, il est dans les deux sens et on a toujours nos biais et des perceptions sur coût-valeur. Évidemment, l'expérience a de la valeur, donc ça a aussi un coût. Mais ça a un ROI, et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, le rôle que va jouer ce profil-là, normalement, il va être double. Il va apporter son expertise, son expérience, donc son savoir-faire métier, mais il va jouer aussi un rôle essentiel dans l'intergénérationnel au sein de l'organisation. Et ça, si on ne l'envisage pas, et si on se dit on ne fait qu'une catégorie de collaborateurs dans une entreprise, bah, il va y avoir un trou dans la raquette. Soit parce qu'à un moment donné, le savoir va se perdre, parce qu'on n'aura pas le plan de succession, soit à l'inverse, il n'y aura pas le mentoring et il n'y aura pas la transmission. Donc je ne sais pas si je réponds à la question, mais je n'ai pas de réponse absolue. Les entreprises ne vont pas avoir le choix, en fait. C'est ça qu'il faut lui dire à votre ami. Elles ne vont pas avoir le choix. Ça va devenir une ressource tellement rare que tout le monde va se la disputer. Et je sais qu'il y a une problématique aussi sur les jeunes, qui est très forte, mais c'est aujourd'hui inaudible de se dire qu'on peut composer en se disant bon, bah, je ne prendrai qu'une seule catégorie de personnes ou je ne resterai qu'avec une population middle dans mon écosystème. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à lever la main. Ah. Bonjour. Vous avez parlé il y a quelques minutes de la reprise, par exemple, d'entreprises ou de la participation à des boards d'entreprise. Il se trouve que moi, et je pense que je ne suis pas le seul, j'ai une carrière aujourd'hui qui est que du salariat. Même en ayant fait un peu de management, j'ai jamais été non plus à l'échelon de la direction d'entreprise. Et du coup, je me pose finalement la question. Est-ce que ça a du sens quand on a fait que du salariat de se projeter maintenant dans une deuxième partie de carrière où il y aura peut-être de la reprise d'entreprise ou de participer à la direction? Et si oui aussi, qu'est-ce qu'il faut peut-être apprendre ou retransférer comme compétence ou acquérir comme compétence pour y arriver? C'est une question qui est très juste. Donc, quand vous dites je n'ai fait que du salariat, je pense que j'ai le sentiment que vous pointez le fait que je n'ai pas été forcément manager ou je n'ai pas été forcément dirigeant. Alors, donc ça, c'est une compétence particulière, le management, qui n'est pas la compétence absolue. Aujourd'hui, dans l'écosystème des startups, quand vous allez rentrer dans un organe de gouvernance, typiquement Board Advisory, on ne va pas forcément vous demander d'être bon en management. On va vous demander d'arriver avec une expertise métier. Donc, sur Hello Masters, petite page de pub, vous allez trouver des opportunités de Board Advisory qui sont diverses et variées et plus ou moins impliquantes en termes de pilotage, direction, etc., mais qui vont plutôt faire appel à des expertises. Et ça, c'est un terrain de jeu que vous pouvez exploiter dès maintenant. Et il n'y a pas de profil type pour entrer dans l'écosystème des startups, et les écosystèmes ont besoin de profils comme le vôtre. Parce que justement, votre expérience en tant que salariat, vous avez vécu pas mal de mutations, des crises, pris des décisions stratégiques en équipe, et ça joue aussi dans l'écosystème des startups et dans la vie d'une startup. Après, sur la reprise d'entreprise, souvent, on entend dire qu'il faut avoir été dans un COMEX, dans un CODIR, dans des grosses entreprises pour reprendre une entreprise. Oui et non. Il n'y a pas d'archétype du repreneur d'entreprise. Les chefs d'entreprise aujourd'hui dans l'écosystème des PME, ils n'ont pas un archétype. Ce sont des chefs d'entreprise avec des compétences particulières. Nous, on croit beaucoup d'ailleurs que l'avenir de la reprise d'entreprise, ce sera des attelages de compétences. Donc ce ne sera pas un homme ou une femme providentielle qui reprendra une entreprise tout seul, mais il le fera plutôt avec un regroupement de compétences. Donc vous serez aussi éligible à ce genre de dynamique. Encore faut-il que ça vous intéresse, parce que c'est un exercice bien particulier, la reprise d'entreprise. C'est aussi un enjeu de financement. Tout le monde n'est pas éligible à reprendre une entreprise. Et ça, il faut l'avoir aussi en ligne de mire quand on envisage ce genre de projet. Mais en tout cas, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'archétype.
vous êtes avant tout vos compétences, et vos compétences révèlent une singularité dont le monde économique a besoin. Et vous trouverez un terrain de jeu qui est assez large. Super, merci beaucoup. On attend Merci. pour une dernière question. Si quelqu'un en a une, ce sera la dernière. Ah, monsieur. Et je me permets de rebondir sur votre question. En milieu de matinée, il y a une intervenante qui s'appelle Caroline Sarrault-Le-Carpentier qui va justement intervenir sur le sujet de l'intergénérationnel et comment faire travailler ensemble les générations. Donc c'est dans quelques heures, oui, je pense d'ici 1 heure. Donc n'hésitez pas parce que ça va répondre certainement, en tout cas apporter des éléments à votre question. Merci. Bon, ma question est fort simple. Moi, je me retrouve très bien dans le portrait ou dans le constat, là, les constats factuels que vous avez dessinés, les perspectives. En termes d'âge, je pense que je suis aussi parfaitement là dans la cible, entre guillemets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus en quelques minutes sur Hello Masters, justement, et comment il fait pour adresser les compétences, justement? Nous ne l'avons pas Ça me payé, plaît. mais bien sûr. Alors, Hello Masters, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier réseau social pro dédié aux cadres et dirigeants de plus de 20 ans d'expérience. On ne rentre pas par une problématique d'âge, on rentre par un nombre d'années d'expérience. Donc le concept, il est assez simple, il est de dire on va créer un écosystème dédié dans lequel ces profils expérimentés vont trouver des ressources, des outils, un network pour identifier de nouvelles opportunités. Des opportunités pro, des opportunités business, des opportunités pour élargir leur portefeuille d'activités et des opportunités aussi pour rester apprenant. Donc de formation, des confs, donc une somme de contenus qui vont aider chaque personne de manière individuelle à envisager cette seconde mi-temps, parce que la seconde partie de carrière, c'est une seconde mi-temps, comme étant une formidable aventure. Et là, je vais laisser mon acolyte vous parler de la tech, parce qu'on est à Vivatech, mais il y a beaucoup de tech au sein d'Hello Masters. C'est un projet vraiment powered by IA. Oui, effectivement. Donc là, pour répondre sur la partie compétences, si on décadre un peu par rapport au titre de poste, vous le verrez quand vous vous inscriverez sur Hello Masters. Durant votre onboarding, vous allez mettre votre CV, que nous, on va pouvoir analyser déjà pour vérifier que vous avez bien plus de 20 ans d'expérience, qui est déjà une première condition pour intégrer le réseau. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser tout votre profil et en extraire, via un algorithme propriétaire qu'on a mis en place, les compétences que vous avez acquises dans votre carrière. Et on va les pondérer pour vous faire une sorte de vue enrichie de votre profil. Et ça ne sera pas juste joli, ces compétences, justement, au sein de l'écosystème, servent de fil rouge à diverses fonctionnalités, par exemple de suggestion. Suggestion de carnet d'adresses, on va vous suggérer des personnes qui ne sont pas sur des cercles proches, mais plutôt sur les compétences que vous avez en commun ou connexes, qui seraient intéressantes pour vous. On va avoir des suggestions de missions aussi, typiquement, quand on se pose la question de est-ce que je suis éligible à tel ou tel poste qui est mis sur la plateforme. Nous, on aide à élargir un peu, on va dire, le fait d'envisager de pouvoir être éligible à ce type de poste, tout simplement par rapport aux compétences qui sont aussi extraites de la mission. Donc on va avoir toutes sortes de systèmes de matching entre les compétences de votre profil et les contenus qui existent sur Hello Masters, qui fera justement tout ce champ d'opportunités que vous pourrez avoir. Ouais, vraiment l'objectif, c'est de se dire que vous soyez en recherche ou non, on trouve pour vous. Donc c'est du matching et ça va participer à élargir justement vos horizons sur toutes les opportunités sur lesquelles vous pourriez être éligible. Et ça a un effet un peu magique de se dire j'aurais jamais envisagé de me positionner là-dessus. Eh bien, en fait, vos compétences vous rendent éligible sur toutes ces opportunités. Et je précise, c'est gratuit. Tout à fait. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Blandine, merci Christophe. C'était super.